avec une table ronde, comment garantir la qualité en commande publique. Et j'appelle Martine Guignard, Benoît Legouge, Yolène Poffichet et Marie-Angèle Sanchez à venir me rejoindre. Venez me rejoindre parce que la qualité, on va en parler tout le long du congrès. Et puis dans la commande publique, c'est un peu spécifique. Et on peut les applaudir? Eh ben oui quand même. Installez-vous où vous voulez. Moi je vais me mettre là. Un micro pour tout le monde. Je vous mets 2 micros comme ça. Vous pouvez aller où vous voulez. Ah ben à ce moment-là, il faut se rapprocher. Ouais. Ah bah oui, il faut se rapprocher. Vous êtes bien installés? On est prêt à attaquer cette table ronde. Comment garantir la qualité dans la commande publique? Alors, Mireille Guignard, vous êtes secrétaire générale adjointe de l'AMIC, architecte. Et pour débuter, est-ce que vous pouvez nous parler de l'AMIC et puis bien nous spécifier la commande publique? Parce que c'est ce qui nous intéresse finalement dans cette table ronde. Bonjour à tous et vraiment merci au réseau de m'avoir invité. C'est à la fois important pour parler de la commande publique, mais aussi important pour l'AMIC aussi de mieux connaître en fait ce réseau et l'expertise, et puis d'avancer aussi, d'accélérer un petit peu comme on le souhaite sur la filière, à la fois aussi notre expertise interne. Donc c'est un service d'expertise, l'AMIC. Alors l'AMIC, c'est quoi? Voilà, mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques. Donc, je vais aller assez court. Hein. On est une petite équipe, donc expertise, ingénieur, architecte, juriste. Et on a été créé en 77 suite à la loi sur l'architecture. On est un peu les grands cousins finalement des CAE, on peut dire, un peu comme ça, parce qu'on est un peu au niveau national sur les questions de médiation de processus, en fait, hein, de relations, finalement, hein, peut-être relations entre maîtrise d'ouvrage public et maîtrise d'ouvrage privé. Et en 77, on a accompagné la décentralisation, hein, évidemment, et donc l'écriture de la loi MOP. On s'est attaché en fait à ça, et depuis, on est sur ces questions de code de la commande publique, de comment choisir son architecte, de comment s'organiser, comme la démarche de programmation, et finalement la qualité, peut-être en effet, la qualité architecturale qu'on a dans notre ADN et dans notre titre, c'est vraiment la question de la qualité pour nous de la filière. Un bon projet, c'est une bonne maîtrise d'œuvre, donc un bon architecte, bien sûr, et donc aussi une bonne équipe derrière, bien sûr, hein, derrière le groupement, entreprise, et aussi, bien sûr, une bonne maîtrise d'ouvrage. Et donc, l'idée, c'est qu'elle puisse s'outiller, s'organiser, connaître les enjeux, et puis, donc, suivre et conduire, en fait, hein, le projet, pas seulement jusqu'à la réception des travaux, ça aussi on s'y attache. Aussi il y a l'après, la maintenance, l'entretien et d'anticiper en fait tout ça. Oui, mais alors vous parliez d'un bon maître d'ouvrage. Moi personnellement, je ne sais pas ce que c'est un bon maître d'ouvrage. C'est quoi un bon maître d'ouvrage? Alors bon maître d'ouvrage, Oui. alors il y en a autant de diversité de maîtres d'ouvrage qu'il y a d'acteurs dans la construction et puis finalement d'architecture. Il faut dire que là, on a vu Philippe Bewix de la REP, donc ça, c'est vraiment, en fait, là, c'est pas une maîtrise d'ouvrage, c'est une assistance à maîtrise d'ouvrage, mais qui sont vraiment des professionnels. Hein. Et on assiste, nous, beaucoup, finalement, ceux qui s'inventent, en fait, maîtres d'ouvrage public et qui, je disais tout à l'heure, là, une commune qui doit construire un groupe scolaire, et ben, c'est peut-être la première et la dernière fois qu'elle le fera durant le mandat, et même l'équipe, en fait, hein, qui peut-être n'a jamais travaillé sur la question du projet. Et donc, on est là, du coup, pour pouvoir à la fois accompagner, puis il y a surtout les assistances à maîtrise d'ouvrage. Donc, vous avez toute cette filière et cette démarche avant la consultation à structurer. Et donc, ces maîtrises d'ouvrage-là, elles ont besoin d'être accompagnées. Donc, on a les CAUE. Alors, il y a une représentation, je ne sais pas si là, mais vraiment, nous, on a une expertise de terrain aussi. On n'est pas que à l'Arche de la Défense. Hein, on est aussi beaucoup sur le terrain. Grâce à eux, donc, on est aussi en contact en fait avec les élus dans les territoires ruraux, mais pas que. Et c'est cette expertise et ces difficultés et ces facilités aussi, bonnes pratiques, qu'on essaye d'accumuler, de capitaliser et de redonner en fait à tous ceux qui nous sollicitent. Alors comment on fonctionne, je peux peut-être le dire. Donc on a vraiment une hotline, vous pouvez nous appeler quand vous voulez au téléphone. Vous êtes une petite équipe, hein, vous êtes 9, c'est ça? Je ne sais plus, vous êtes 9 On est une dizaine. Ah, une dizaine, ouais. Voilà, une dizaine, mais on est un peu... On intervient de façon ponctuelle. Hein. On est un peu comme les pompiers du code de la commande publique, comme on dit. Mais c'est pas la maîtrise d'ouvrage qui vous contacte? Alors la maîtrise d'ouvrage nous contacte. Ça peut être des maîtres d'œuvre sur des questions de marché. Ça peut être des assistants à maîtrise d'ouvrage sur des questions de démarche de programmation. On a aussi
On est Calliope, c'est un organisme de formation, de sensibilisation. On est aussi en veille, je dirais aussi. On a un petit observatoire de la Code de la commande publique. Donc, on essaye aussi d'alimenter tous les partenaires institutionnels. Alors, je regarde le CNOA, mais il y a aussi le ministère de la Culture. On est rattaché, je ne l'ai pas dit, au ministère de la Culture, mais on est évidemment en lien avec la DGALN qui était là tout à l'heure, et on essaye en fait quand même finalement de représenter les enjeux d'une maîtrise d'ouvrage public, et donc ça veut dire aussi d'une maîtrise d'œuvre de qualité. Et donc derrière, justement, d'assister en fait l'ensemble de la filière, et pas la filière là, de construction paille, mais la filière en fait du processus de projet, pour que l'ensemble des points, c'est-à-dire de l'idée, l'opportunité de faire projet, jusqu'à la réception des travaux, et je le disais même après, puissent être outillés, organisés, conseillés. Et donc, ça passe aussi par, on disait les conseils CAE, mais par aussi les AMO, bien sûr. Donc, il y a aussi cette question de formation des AMO. Maintenant, en plus, il y a à la fois vous avez une expertise particulière sur un construction, mais il y avait par exemple le réemploi aussi, accélère sur des questions aussi d'expertise, d'expérience, et d'intégrer en fait la question de la rédaction du cahier des charges. Donc, on est avant la consultation du maître d'œuvre, et il y a cette question aussi de comment choisir le maître d'œuvre, et c'est toujours assez compliqué pour ceux qui n'ont pas l'habitude. On a des publications bien sûr téléchargeables gratuitement en ligne, on peut venir sur place, et on essaye d'être vraiment attentif. Pour l'instant, on n'a jamais dit non aux sollicitations. Alors c'est sûr que moins on nous connaît, plus ça sera confortable pour nous de ne pas dire, dire oui à tout le temps, mais on a vraiment cette facilitation aussi de faire réseau. Et donc, quand on ne peut pas ou on ne sait pas, évidemment, on va conseiller d'autres. On a quand même 31 architectes consultants qui sont des libéraux et qui viennent de façon gracieuse dans les jurys de concours et aussi les commissions. On a renouvelé là le collège, et c'est grâce, je dis ça parce que c'est grâce à une de ces personnes là, qui sont de plus en plus sur la question de la réhabilitation, sur la question des biosourcés et géosourcés. Et donc, c'est grâce à une de ces architectes consultantes là que je suis là ici, qui fait beaucoup de bâtiments en paille, des petits équipements publics qui sont extrêmement vertueux, et ça fait partie évidemment. Autant on ne peut pas prôner plus que ça une technique, plus qu'une autre, bien sûr, c'est pas notre mission du tout. Et puis on sait bien que c'est pas, on peut avoir un bâtiment en bois, en paille ou autre qui soit en fait intelligent à ce moment-là, adapté à ce moment-là en fait. Mais c'est vraiment cette question de filière, ce qui fait la qualité. Le collectif. Le collectif. Et alors, je dirais sur la commande publique, c'est aussi pour ça, j'ai discuté avec Martin Paco avant de venir, c'est aussi lui qui a un peu discuté en me disant il y a 6 mois, ça serait peut-être intéressant que la MIC soit là. Donc j'étais un peu interloquée parce que pareil, je ne fais pas comme les BioX, l'acier ou la terre crue ou autre. Mais maintenant, on pourra peut-être venir, ne serait-ce que pour dire le rôle de la MIC et le rôle de cette filière. Et le rôle de l'exemplarité en fait d'une commande publique, parce qu'à la fois il y a le côté technique, on a dit sur tout l'ensemble des qualités, des critères. Il y a le côté sensible et usage, bien sûr, ça vous le savez. Il y a le côté, on l'a dit tout à l'heure, sobriété, économie des deniers publics. Mais vous avez derrière, je pense, un rôle vraiment moteur d'une exemplarité d'équipements publics, des écoles, des bibliothèques, qui soient démonstratrices en fait d'une architecture agréable à vivre, bien sûr, mais aussi derrière d'avoir toute cette question d'enjeux, changement climatique, d'enjeux de filières naturelles, voire même locales. Vous l'avez dit aussi tout à l'heure sur la question de l'économie locale et des artisans. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, le fait qu'on soit en équipement public doit être finalement presque pédagogique. Donc il y a aussi, moi je me posais la question, comment on est 5 ans après, vous avez la construction, la paille, est-ce qu'on sait en fait à un moment, quand on est enfant, quand on est instituteur d'une école, est-ce qu'on sait comment a été construit le bâtiment, est-ce qu'on sait qu'il y a de la paille, et est-ce qu'on sait comment tout ce processus, tous les acteurs qui ont participé en fait à ce projet a été exemplaire, a été une dynamique telle que vous portez ici avec le réseau. Donc c'est aussi une question en fait de valorisation. Et alors, merci à tous les projets que vous valorisez. Alors, je finis juste là-dessus, sur les fiches, parce que nous, ça nous aide à avoir vraiment les modes d'emploi, combien ça a coûté, qui a été associé. Donc, mettez aussi les conseils en amont, les AMO, tout ça, pour qu'on puisse justement aider les maîtrises d'ouvrage à faire ou pareil, à s'inspirer en fait de tous les projets que vous avez ici valorisés.
Donc, dans ce qu'on entend, les retours d'expérience sont importants pour continuer à sensibiliser, à informer et puis reproduire en fait des projets différemment. Merci beaucoup Mireille. Yolène Poffiché, vous êtes architecte et vous êtes vice-présidente de l'Ordre national des architectes. Alors, l'ordre, ça sert à quoi? Et puis, qu'est-ce que vous avez envie de nous partager dès maintenant sur comment garantir la qualité dans la commande publique? Deux questions. Oui. Donc l'ordre, déjà peut-être démarrer sur le fait que le métier d'architecte est une profession réglementée. Donc effectivement, la loi de 77, tu en parlais tout à l'heure, a promulgué l'architecture d'intérêt public. Et par conséquent, l'architecte a un rôle essentiel à jouer dans la société, au même titre qu'un médecin ou qu'un avocat. Pour ça, il est formé. Il a un diplôme de formation initiale, il est assuré et il se forme également de manière continue tout au long de sa vie. Donc il y a un petit message subliminal aussi aux architectes. Alors ceux qui sont présents dans la salle sont formés, j'en suis convaincue, mais l'enjeu quand même, c'est qu'effectivement la profession continue à se former pour être à la pointe des nouvelles manières Suivre les évolutions. Exactement. Donc on est une délégation de services publics, on est sous le ministère de la tutelle, sous le ministère de la Culture, pardon, mais on travaille également en lien avec le ministère de la Transition écologique, avec le ministère du Logement et très récemment le ministère de la Ville et de la Vie économique. Alors l'ordre a pour mission de coordonner les régions sur l'ensemble du territoire. Il y a 300 élus architectes sur l'ensemble du territoire. Donc on a un maillage assez fort avec 120 personnes dans nos services qui nous aident à tenir cette correspondance, en tout cas cette pédagogie auprès des collectivités et des parlementaires. Donc c'est un engagement fort pour promouvoir la qualité architecturale et l'intérêt du public. Alors, je ne sais plus la deuxième question, mais c'est pas grave. C'est les messages déjà sur juste cette première phrase, comment garantir la qualité en commande publique. Est-ce que déjà l'ordre a identifié des enjeux ou a des messages à faire passer sur ce sujet-là? Alors, merci d'avoir mis qualité tout court. Parce que finalement, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait la qualité de la construction, mais je voudrais rappeler que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on parle de construction neuve, mais on parle aussi énormément de réhabilitation. Philippe Biwix en a parlé. Aujourd'hui, le terrain de jeu, il est très vaste. Il y a 60% de la commande des architectes qui concerne la rénovation et la réhabilitation. Et donc, la commande publique, effectivement, concerne le neuf, mais concerne aussi la réhabilitation. Et donc, il y a des enjeux qui sont très particuliers, et notamment dans le cadre de la réhabilitation, on pense évidemment au diagnostic et à la partie très importante de ce point de vue-là. Je rebondirai aussi sur ce qu'a dit Philippe Biwix tout à l'heure sur les complices. En fait, on sait que finalement, dans l'utilisation des matériaux biosourcés, la paille en particulier aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment de travailler avec des complices parce que finalement, si le maître d'ouvrage n'est pas convaincu, on n'y arrivera pas. On ne pourra pas mener à bien un projet s'il n'y a pas une volonté d'aller vers ce type de projet. Et donc finalement, un bon projet et de qualité, c'est la rencontre entre une volonté ferme d'un maître d'ouvrage, la rencontre avec un acteur qui a des compétences, qui s'entoure d'une équipe de maîtrise d'œuvre, donc avec l'architecte qui, la plupart du temps, est mandataire, avec une équipe pluridisciplinaire, parce qu'on ne peut pas non plus mener à bien un projet tout seul. On a besoin de bureaux d'études, thermiques, structures qui nous accompagnent dans ce projet. Et puis, il y a aussi la rencontre avec le savoir-faire des entreprises, des artisans qui vont mettre en œuvre ce projet. Et finalement, ce trio est essentiel. Et s'il n'y a pas la volonté du maître d'ouvrage en amont, eh bien, c'est difficile de mener à bien ce projet. Et petite anecdote, je sais ô combien au sein des maîtrises d'ouvrage publiques, que ce soit dans les collectivités ou chez les bailleurs sociaux, qu'il est difficile de porter cette volonté de mener le biosourcé dans les projets. Et je sais qu'il y a toujours... en fait, ça part toujours d'une personne qui a la volonté d'aller plus loin, de mener son équipe plus loin. Et souvent, c'est un long chemin
pour réussir à convaincre, pour réussir à amener cette pédagogie au sein des équipes, on en parlait tout à l'heure à la pause café. J'ai croisé du regard Charlotte Picard aussi tout à l'heure, qui a été très investie dans sa mairie sur cette question-là. Et en fait, ça vient toujours d'une personne qui va réussir au bout d'un long chemin à développer cette volonté de faire au sein de la maîtrise d'ouvrage et vraiment, si en effet cette personne a réussi à porter le fruit au sein de son équipe, eh bien on arrivera bien à faire quelque chose. Merci beaucoup, on arrivera bien à faire quelque chose. Alors, il y a une notion de qualité, et là, je vais donner la parole à Marie-Angèle. Marie-Angèle Sanchez, ingénieure suivi des innovations à l'AQC. L'AQC, Agence Qualité Construction. Donc, je pense que tu es la personne la mieux placée pour nous définir la qualité. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et peut-être nous parler un peu de l'AQC, nous présenter l'AQC. Je suis moyennement d'accord avec toi parce que je considère que la qualité se construit ensemble. Et donc, ce sont tous les acteurs de la construction qui doivent être impliqués dans la poursuite de cette qualité. Le fameux collectif. Tout à fait. On revient toujours au collectif. Et pour illustrer, effectivement, l'Agence Qualité Construction est une association loi 1901 reconnue d'intérêt général dont la mission est la prévention des désordres et l'amélioration de la qualité de la construction. Et on a plusieurs missions, dont une mission effectivement d'observation de cette qualité ou plutôt du contraire de la non-qualité. On a aussi une mission de prévention et on a une mission d'essaimage auprès des professionnels. Donc étant association, il y a les principales organisations professionnelles du bâtiment parmi nos membres, nos 53 membres, dont la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, l'État, bien évidemment les entreprises, les organismes de qualité, des centres techniques, de manière très large. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est que la qualité ? Ça va être difficile de définir cette qualité, mais c'est arriver à atteindre les objectifs et les exigences attendues pour un ouvrage, que ce soit en termes de confort, que ce soit en termes réglementaires, que ce soit en termes techniques, et non seulement au moment où on va livrer le bâtiment, mais tout au long de la vie en œuvre de ce bâtiment, donc pendant la phase d'exploitation, et de faciliter aussi l'entretien et la maintenance, et d'être attentif à ces sujets-là. Donc, je pourrais aussi définir la qualité comme l'absence de désordre ou de non-qualité. C'est une autre manière de le voir, et donc c'est là-dessus qu'on a une mission importante. Et oui, parce que vous travaillez beaucoup sur les pathologies, vous faites des retours d'expérience sur les différentes pathologies constatées, quel que soit d'ailleurs le matériau mis en œuvre, et ça fait un problème de non-qualité. Qu'est-ce que ça amène ? À part avoir des désordres, bien évidemment, mais vraisemblablement, ça va faire une mauvaise publicité sur le matériau en question. Vous essayez de l'éviter au maximum. Tout à fait. On essaye aussi d'éviter des contre-références qui vont éviter à certaines filières de se développer. Ça peut être le réemploi, ça peut être effectivement les filières biosourcées. Et depuis 2012, l'Agence Qualité Construction, à travers notamment de la commission prévention produits mise en œuvre, qui est en quelque sorte un organe qui fait de la prévention ou de l'analyse des risques sur les produits de construction et notamment sur l'innovation. On travaille avec eux effectivement pour pouvoir faire émerger des documents, des référentiels ou des évaluations techniques qui permettent le classement en technique courante tel qu'a été dit par M. Brunet tout à l'heure. Et pourquoi c'est important ? Et c'est très en lien avec l'assurabilité. Et pour l'assureur dans la salle, n'hésitez pas à prendre la parole. Il y a cette définition des techniques courantes, en quelque sorte, qui est un élément de facilitation et de fluidification des échanges entre l'assureur et l'assuré. Pourquoi ? Parce que l'assureur, il a une mission en fait de prévention du risque, de pouvoir assurer ce risque. Et donc, il va devoir faire des analyses de risque au cas par cas sur les différents bâtiments, que ce soit en termes de produits, des techniques, etc. Et donc, pour faciliter cela, ils ont mis en place cette définition des techniques courantes. Qu'est-ce que ça veut dire la technique courante ? Technique courante, ça veut dire que je suis de facto en assurance décennale,
du moment où, bien sûr, je respecte l'activité pour laquelle je suis assurée. Et à contrario, il y a la technique non courante. Qu'est-ce que c'est qu'une technique non courante? Ce n'est pas une technique que je ne peux pas utiliser, c'est tout simplement une information des risques. Il y a un risque aggravé pour cette technique qui n'est pas tout à fait reconnu, qui peut présenter de l'innovation, qui peut présenter des risques. Et donc, je vais devoir m'assurer rapprocher de mon assureur pour qu'il puisse me laisser cette analyse de risque et éventuellement appliquer une surprime ou mettre en face des conditions spécifiques au contrat. Merci beaucoup. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir avant que je passe la parole à Benoît? Non? L'un ou l'une? Bon, alors maintenant c'est Benoît. Benoît, tu es ingénieur structure bois, gérant du BE structure bois, études bois du Barrois, et tu es membre de l'association IBC. C'est une association qui regroupe des BE bois. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bonjour à toutes et tous. Effectivement, effectivement, j'ai quelques slides. Tu as plusieurs slides. IBC, Ingénierie Bois Construction, c'est une association loi 1901. L'objectif, c'est de regrouper tous les bureaux d'études spécialisés en structure bois. Alors, quand on parle de structure bois, c'est aussi tout ce qui est enveloppe biosourcée. En général, ça va de pair. On évite les laines minérales, c'est pas trop notre truc. Et donc, forcément, beaucoup de gens qui sont formés pro-paille et beaucoup de projets paille qui sont passés entre les mains de bureaux d'études IBC. Vous connaissez forcément des bureaux d'études IBC, simplement, c'est pas toujours affiché clairement. L'objectif, c'est de garantir justement la qualité et la compétence. On commence par valider la compétence des bureaux d'études. Donc chaque bureau d'études doit présenter des dossiers d'un niveau exé, d'un niveau assez poussé, dans plusieurs collèges. Donc l'idée, c'est ça, c'est de valider une compétence en construction bois. Donc ça participe à la qualité. Quand c'est bien conçu, j'y reviendrai après. IBC, c'est aussi un acteur qui grandit dans la filière. IBC... La filière bois La filière bois. Tout simplement parce que IBC participe à des rédactions de guides que vous avez tous lus, des guides Codifab notamment. Et j'entendais parler de réemploi, c'est le dernier guide qui est en rédaction chez IBC en ce moment. On a une mission Codifab, parce que faire du réemploi de bois en structure, je parle bien de bois en structure, quelque chose qui est structurel, ça n'a jamais vraiment été fait. J'entendais M. Bouix et j'étais très content de l'entendre dire que ça parlait beaucoup, mais ça agissait peu. Ça se faisait moins. Eh ben, nous, on essaye vraiment de cadrer ces missions spécifiques pour y arriver, donc à destination des maîtres d'ouvrage. Comment on rentre ça dans une mission de maîtrise d'œuvre, parce que c'est des missions spécifiques. Donc on est en train de rédiger un guide pour vraiment pousser dans ce sens-là. Bon, on est des structuristes, donc a priori, ce qu'on va proposer sera pertinent, et ça devrait permettre de sortir des projets en technique courante, en réemploi structurel. Il regarde Marie-Angèle, technique courante. Et oui, parce que c'est notre quotidien, les techniques courantes et non courantes. Et puis un des sujets, par exemple, qu'IBC porte ou défend, pas porte, pardon, mais défend et combat, c'est la future réglementation incendie. J'en profite, j'en dis deux mots là maintenant. On fera vraiment le point sur la réglementation incendie coordonnée par Émeric demain matin. Bon, soyez attentifs et battons-nous parce que ce qui arrive n'est pas forcément joli. Donc un bureau d'études... Teasing pour demain. Merci Benoît. Un bureau d'études bois, alors en quoi ça aide à la qualité? Moi j'aime bien avoir des supports visuels, alors j'ai mis quelques slides. J'aime bien les supports techniques, les détails c'est mon métier donc j'en glisse toujours, c'est plus fort que moi. J'aime bien celui-là, c'est le détail de pied de mur, celui que vous avez à gauche. Alors il n'y a pas beaucoup de maîtres d'ouvrage, mais les maîtres d'œuvre, combien de bureaux d'études vous proposent des détails avec autant d'indications dessus? C'est strictement nécessaire pourtant. On voit la garde à l'eau, on voit l'accessibilité handicapée, la protection incendie, les ancrages sismiques, les termites, les ponts thermiques. En fait, sur un détail, on doit voir beaucoup de choses, et notamment sur celui-là. Donc quand vous avez juste deux traits espacés de 20 ou 30 cm qui font votre dalle et votre mur, ce n'est pas un détail de construction bois. Un détail de construction bois, ça doit développer toute la composition des enveloppes. Et pour qu'on revienne sur la thématique de la qualité dans la commande publique, tu en parlais tout à l'heure, c'est de la compétence, une expertise pour accompagner au mieux et mettre en œuvre au mieux, c'est ça? C'est à tous les stades. Et justement, alors, il y a le stade de cette conception, qui est le détail, que je montre là. Ça demande du temps. Et puis, je parlerai effectivement de comment on place IBC dans une démarche de conception et d'exécution. Donc, il y a ce travail de détail. Je vous ai mis une autre slide qui est un projet paille, où l'entreprise avait des suspicions d'infiltration et nous a spontanément appelé pour nous dire
on pense qu'il y a une entrée d'eau, venez avec nous, on va faire une vérification ensemble. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent d'avoir une entreprise qui vous dit il y a peut-être un problème, allons voir. Bah ça, c'est parce qu'on connaît l'entreprise, que l'étude étant bien faite en amont, bien suivie, la collaboration se passant bien, ils ont pris les devants. Et voilà, on se retrouve avec l'initiative de l'entreprise à faire des sondages d'hygrométrie sur un projet paille. Je crois qu'on va beaucoup parler de collectif et d'humain. Alors, bah voilà, c'est parce qu'IBC, quand on est un BE Bois, on connaît les entreprises et on sait parler aux entreprises. De la filière bois, en tout cas. J'ai piqué cette slide à Mathilde Hérin des Hauts-de-France. Donc, vous voyez, le collectif, on recycle, on réemploie. Ça, c'est une slide qu'on avait fait dans les journées paille Hauts-de-France. Merci Mathilde, ça fait 2 fois que je la réutilise. Elle est très intéressante parce que, ok, le BE Bois, c'est bien, le BE IBC, c'est nécessaire, mais c'est pas que ça. C'est un architecte, c'est des bureaux d'études spécialisés sur tous les sujets. Voilà, je ne m'éternise pas, mais c'est très important. Thermicien, acousticien, etc. Et donc, comment on fait de la qualité en commande publique ? Moi, je vous propose celle-là. C'est où est-ce qu'on place les compétences ? Alors, la configuration minimale, c'est d'avoir, au niveau de la maîtrise d'œuvre, un bureau d'études spécialisé bois. Vous construisez un ouvrage en béton, vous prenez un BE béton. Alors pourquoi, quand vous construisez en bois, vous ne prenez pas un BE bois et vous prenez quand même un BE béton ? Et donc, si tu dis ça, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de projets où on est sur un BE béton et pas un BE bois, alors qu'on est sur une construction bois ou une réno. Eh bien forcément, puisque si les critères ne sont pas clairement fixés par la maîtrise d'ouvrage quand elle fait son règlement de consultation pour la consultation de sa maîtrise d'œuvre, et qu'elle ne dit pas qu'elle veut spécifiquement un bureau d'études bois, eh ben, elle aura un bureau d'études généraliste. Donc un couteau suisse, ça ne travaille jamais aussi bien qu'un outil spécialisé. Donc on se bat. Et je me permets, excuse-moi, parce que là, on peut peut-être vous interpeller, Muriel et Yolène. Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que justement, il n'y a pas de la sensibilisation encore à faire auprès des maîtres d'ouvrage pour que ça soit bien spécifié, qu'ils aient bien la conscience que si on ne choisit pas un bureau bois alors qu'on fait une construction bois, vraisemblablement, on va vers des écueils. Vous avez un micro chacune, hein, si vous voulez, en plus. Hein. Oui, alors déjà, c'est une maîtrise d'ouvrage qui veut faire du bois. Donc, c'est déjà intéressant parce que souvent, les maîtrises d'ouvrage ont l'ambition en fait, de faire déjà quelque chose de biosourcé ou géosourcé ou même paille ou bois. C'est déjà intéressant. Donc, après, il faut aller sur cette question-là, pas trop, enfin, de pouvoir, orienter. Et c'est sûr que là, là, pour l'AMIC, il y a un petit problème parce qu'en conception, on met tout dedans, mais l'AMO, la démarche avant, conception, exécution, on met ça dans l'émission de maîtrise d'œuvre à l'AMIC, hein, pour qu'on soit très clair sur un moment séparation des fonctions entre l'AMO, qui est vraiment une assistance à maîtrise d'ouvrage, séparée vraiment de la maîtrise d'œuvre, là dans les questions faites loi MOP, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais bon, ça n'a pas de, c'est un détail. Et du coup, c'est vrai que de directement dire je voudrais un bâtiment en bois et donc j'associe plein d'acteurs avant d'avoir le maître d'œuvre et l'architecte. Là, pour nous, c'est pas spécialement possible non plus. Par contre, on peut être aidé par un assistant à maîtrise d'ouvrage qui a ses compétences plurielles pour être vraiment sur qu'est-ce que je mets dans mon cahier des charges comme ambition, tout en ne fermant pas à la mise en concurrence. Hein, c'est vraiment la question de on ne peut pas restreindre sous le risque en fait, d'être attaqué tout simplement pour une question de mise en concurrence. Mais ensuite, après, dès qu'on a choisi, dès qu'on est vraiment sur ces questions-là, on peut se faire accompagner bien sûr par un assistant à maîtrise d'ouvrage lors de la conception, au moment de l'architecte. Mais c'est pas mal l'architecte aussi qui permet de se dire, a priori, si on veut être, si c'est bois, paille, c'est plus intelligent de faire un peu de chanvre là, ou je ne sais pas en fait. Hein. C'est cette question d'innovation et d'ouverture. Voilà, quand je suis en maîtrise d'ouvrage public, hein, bien sûr. Benoît. Oui, une réponse rapide. Oui, on parle bien de la partie maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire je ne m'appesantis pas sur la partie AMO, DIAG, mais c'est une slide un peu générique que j'utilise régulièrement parce que vous pouvez aussi mettre des IBC ou des AMO spécialisés en amont et ça aide aux critères. Là, je me focalise juste sur la maîtrise d'œuvre. C'est pas fausser la concurrence que de demander une compétence spécifique. Voilà. Et on parlait de l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Est-ce qu'il y a des AMO dans la salle ? Ouais. Et on se disait en échangeant tous ensemble que, en fait, les AMO, pas sur tous les projets, que c'était bien dommageable justement pour les projets. Quel est votre point de vue sur l'assistant à maîtrise d'ouvrage ? Il est plus qu'utile. Enfin, il guide vraiment le maître d'ouvrage. Yolène, Mireille.
continue sur les AMO, oui, ils sont super importants, surtout quand la maîtrise d'ouvrage public s'invente, en fait, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour une commune, collectivité, par exemple, ou n'importe quelle autre maîtrise d'ouvrage public. Donc là, on a besoin d'un AMO, et surtout beaucoup plus quand on est sur des questions de filière comme ça, c'est précise, c'est important. Et je voulais dire aussi, ce qui est important aussi, c'est que la maîtrise d'ouvrage elle-même se forme, parce qu'on ne laisse jamais toutes les clés du camion, hein. On garde aussi, évidemment, celle d'abord des deniers publics, de la responsabilité, et donc il faut aussi que cette maîtrise d'ouvrage soit un peu formée, même quand elle s'invente, elle peut le faire. Et j'ai vu que vous faisiez des formations, et je trouve ça génial. Donc je vais le dire maintenant, en effet, si vous vous posez des questions, vous pouvez vous former. Et ça, c'est très bien de pouvoir sensibiliser, de faire des formations courtes et de le faire savoir. Voilà, donc je le ferai. Yolène, un complément. Peut-être pour rebondir sur la question de la constitution de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc en effet, on a parlé de la volonté du maître d'ouvrage, dans un premier temps, de partir sur un matériau biosourcé, donc quand même une certaine spécificité. Dans un deuxième temps, il y a aussi la définition de sa commande et donc de son programme. Et souvent, c'est l'architecte qui va constituer son équipe de maîtrise d'œuvre et qui va se dire en fonction de l'appel d'offres de quelle manière il va vouloir répondre. Et donc, c'est aussi à l'architecte de faire appel au bureau d'études qui pense compétent pour répondre à cet ouvrage. Le risque pour l'architecte, s'il prend un bureau d'études spécialisé en bois, c'est de se ranger en fait dans une réponse, alors que peut-être il y aurait une autre réponse. Voilà. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais je comprends très bien la question du bureau d'études spécialisé qui, de toute façon, sera effectivement plus performant et accompagnera mieux l'équipe de maîtrise d'œuvre. Benoît. Alors, il y a une autre slide derrière. Vous allez voir. Du coup, je vais juste citer quand même l'exemple de la MEL en ce moment, la métropole européenne de Lille, pardon, qui vient de sortir un appel d'offres où ils demandent un bureau d'études bois IBC ou équivalent, parce qu'ils veulent une construction bois. Donc, ils la demandent spécifiquement. Mais on a quand même tout un tas de maîtrises d'ouvrage qui veulent de la construction bois, mais qui ne savent pas comment la demander. C'est à ces gens-là que je m'adresse. Effectivement, les projets qui sont pas bien montés en amont, on reste sur des bureaux d'études généralistes. Mais quand il y a une volonté d'aller en bois, il faut demander un bureau d'études à compétences bois. Effectivement, c'est IBC qui semble quand même le mieux placé pour garantir cette compétence à l'heure actuelle. Plus ProPaille, parce qu'on est quand même un congrès paille. Donc il faut demander, je pense, dans les RC, ces deux critères-là. Ce qui se passe, c'est que pour garantir la qualité, si vous êtes à cette phase-là en conception, vous faites une conception qui normalement n'est pas trop mal, normalement, c'est même sûr, et en exépac, voilà, et c'est là où je veux en venir, ça se passe bien. C'est-à-dire la phase chantier et la phase d'étude d'exécution, elle se passe sans surprise. Vous n'avez pas de surcoût, vous n'avez pas de sujet feu qui ne soit pas traité, vous n'avez pas de problème de stabilité, enfin tout ce qu'on traite spécifiquement dans notre métier. A contrario, il y a ce que j'appelle la configuration pompier. C'est la configuration où ça peut mal se passer. Je ne dis pas que ça se passe mal à chaque fois, mais ça devient un peu trop régulier quand même, où on se retrouve, nous, alors j'ai mis IBC ou bureau d'études entreprise, parce qu'à ce stade-là, les marchés ont été signés. Donc l'étude d'exécution, c'est aussi l'entreprise qui peut la faire. Et il y a aussi de très bons BE dans les entreprises bois, parce que forcément, entreprises bois, elles ont des ingénieurs spécialisés bois ou des techniciens spécialisés bois. Et donc, dans ces phases-là, on se retrouve en pompier à corriger des conceptions en maîtrise d'œuvre qui ne fonctionnent pas. C'est des retards de chantier, c'est des travaux supplémentaires pour la maîtrise d'ouvrage. C'est quand même une situation qui est très, très, très inconfortable et qui donne une mauvaise image de ce qu'est la construction bois. Je crois que j'ai une configuration idéale. Ça arrive. Ça arrive. Quand on est et en conception et qu'en exé, on a un bon BE ou une bonne entreprise, ça garantit en termes de qualité, puisqu'on en parlait, c'est l'objectif de la question. Vous avez des compétences en conception, en exécution. Pour peu que l'entreprise soit bonne dans la pose, je ne vois pas de sinistralité possible. Alors justement, en fait, on s'attarde vraiment sur la question de la conception, sur cette grande question de la qualité. Vous, à l'AQC, Marie-Angèle, est-ce que vous vous intéressez vraiment à ce choix, comment on choisit l'équipe de conception? Et quels conseils, c'est pas trop votre domaine peut-être, mais quels conseils vous pourriez donner par rapport au retour d'expérience que vous avez dans le bâtiment?
Il est vrai que dans le cadre du dispositif Rex Bâtiment Performant qui vise plutôt la pathologie émergente, parce qu'en fait on étudie la pathologie des fréquences, on étudie la pathologie de coût en quelque sorte, la pathologie sérielle, la pathologie émergente et la pathologie potentielle. Et donc dans ce cadre effectivement et dans tous les rapports des enseignements, il y a souvent des conseils de ce point de vue, et il y a une chose qui est évidente, et c'est la formation, la sensibilisation et la compétence. Le savoir-faire, c'est la meilleure brique, ou la première brique, effectivement, pour faire de la qualité. Parce que le bâtiment, c'est un monde d'interface, et si chacun est sachant dans son domaine et que le collectif y est, qu'il y ait une bonne entente, on arrive à construire ensemble et on arrive à le faire de manière adéquate. Et j'aimerais bien mettre en avant justement cet élément de formation qui est bien mis en avant dans les règles professionnelles qui visent les matériaux biosourcés, notamment les règles professionnelles remplissage isolant support d'enduit paille, et qui est quand même un élément de maîtrise des risques qui est essentiel, vraiment essentiel. Sur le choix de l'équipe de conception, est-ce que l'AMIC, est-ce que l'Ordre des architectes a fait des travaux, a eu une réflexion pour accompagner au mieux le maître d'ouvrage privé, public ou peut-être public ? Là, c'est une des missions même de l'AMIC d'accompagner les collectivités sur la question de passation des marchés publics. Et donc là, en l'occurrence, de choisir son architecte ou choisir, parce qu'en fait, on est plutôt sur la construction neuve, comme vous le savez, au-dessus des seuils, en tout cas en obligation de concours. Et donc là, on choisit un projet, pas une équipe. Mais par le projet, et donc c'est arrivé assez souvent, on peut ouvrir cette ambition dès le départ et se dire, et dans le choix des projets, donc ouvrir aussi, voilà, à tout niveau, on dit aussi que ce serait pas mal de voir pas que 3, mais 4 ou 5, et donc d'ouvrir aussi finalement sur le choix de biosourcés. Et puis dans ces cas-là, c'est à l'architecte, c'est à l'équipe de maîtrise d'œuvre de proposer de la paille. Et c'est arrivé nombre de fois, quoi. Et donc ça veut dire à un moment tout un process dans la consultation, mais qui je vous ai dit, ça part dès le départ de l'idée, de faire ça bien, et pas de prendre sur le moins 10 ans, pas prendre comme ça la tête du client, mais au contraire d'ouvrir et de pouvoir dialoguer aussi, c'est pas un concours, on est dans un dialogue, et d'être dans une question, en effet, de se faire accompagner aussi, et d'être un peu au courant de ce qui se passe. Et donc les freins, c'est aussi beaucoup de freins de préjugés, comme vous le savez. Alors maintenant, vous avez une filière qui est structurée, il y a au niveau assurance, des règles techniques, là quand même, une avancée, et avec pas mal d'exemples, que de plus en plus, vous le dites vous-même, ça s'accélère. Donc tant mieux, parce que ça veut dire que les maîtrises d'ouvrage, ceux qui ne connaissent pas bien auront moins peur, ont plein de préjugés qui peuvent tomber, y compris si on valorise et on fait circuler à un moment l'information sur des questions de formation ou des questions de compétences, bien sûr. Voilà. Benoît, Yolène, pardon. Oui, juste pour rebondir sur le choix de l'équipe de maîtrise d'œuvre, effectivement, il y a la question de la formation. Je rebondis sur ce que vous disiez, mais pas que la formation de l'architecte. Il y a aussi la formation de toute l'équipe de maîtrise d'œuvre, parce que même le thermicien, même le bureau d'études structure, qui soit spécialisé bois ou non, doit être formé spécifiquement aux matériaux paille. Mais on peut aller aussi jusqu'à la maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que la maîtrise d'ouvrage, avant de s'engager dans un projet paille, eh bien, elle a tout intérêt à se former pour savoir aussi où elle met les pieds. Donc ça, c'est vraiment la question de la formation de tout l'ensemble de la chaîne de valeur. Et pour rebondir effectivement sur la question des marchés publics, on a en effet deux types de procédures, avec les marchés adaptés en dessous d'un certain seuil de montant de travaux, et au-dessus, on a la question du concours. Donc en effet, la question du concours, l'avantage pour la maîtrise d'ouvrage, c'est de choisir un projet et donc de pouvoir analyser cette qualité qui, au-delà de la qualité de construction, de mise en œuvre, etc., il y a beaucoup d'autres critères de qualité dont on n'a pas parlé tout à l'heure, mais si on élargit à la qualité architecturale, il y a beaucoup d'enjeux. Pour les MAPA, du coup, il n'y a pas de projet, mais il y a aussi regarder les qualifications de chaque acteur de la maîtrise d'œuvre, et donc bien vérifier peut-être qu'ils ont été formés, voir si en plus il y a une référence pour pouvoir savoir où est-ce qu'on s'engage. Après, il faut aussi savoir donner la chance
à ceux qui n'ont pas encore réussi à mettre en œuvre, mais qui se sont formés. Qui se sont formés ou alors qui se forment sur le chantier. On en parlera demain. Benoît. Oui, il y a beaucoup de pudeur parce qu'on ne parle pas d'honoraires. Ben oui, mais comment on choisit ça? Moi, la question, c'était comment on choisit ça. Ouais. Nous, on fait des mémoires techniques puisqu'on répond à des appels d'offres. Dans les mémoires techniques, on bombe le torse, on est les meilleurs, on sait tout faire, on a des compétences partout. Et à un moment donné, toutes les équipes qui répondent, elles cochent toutes les cases du mémoire technique. On sait lire un règlement de consultation, on sait regarder les critères qui vont être évalués et on sait y répondre pour avoir le maximum de points. Donc au final, le choix, je suis désolé, je pense qu'il se fait, on va dire que c'est un point de vue personnel et pas IBC, comme ça je ne vais pas engager IBC, il se fait sur les honoraires. Et quand on voit qu'il y a des projets pailles dont les équipes lauréates sortent à 6,6% d'honoraires, ça parlera à certains ici, c'est impossible de faire un projet qualitatif à ce prix-là. Donc en fait, il faut arrêter de mettre les honoraires comme le critère de choix premier. Il ne faut pas se leurrer, hein. Il n'y a qu'en concours où les honoraires n'ont pas d'importance. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de faire des concours, c'est déjà des projets de plus grande envergure. Donc acceptons de dire que les honoraires ne doivent pas être un premier sujet et que, et là je vais défendre IBC, un BE Bois, c'est entre 1 et 1,5% d'honoraires dans une maîtrise d'œuvre. Pourquoi les architectes ne vont pas chercher forcément un bureau d'études bois? Parce qu'on va participer à un taux d'honoraires plus élevé dans leur équipe. Donc effectivement, il y a des archis engagés qui systématiquement vont prendre un BE Bois, mais ils vont réussir sur leur référence, sur la notoriété qu'ils ont, à faire passer cette équipe pluridisciplinaire. Mais je le vois bien, quand on a des équipes très larges en termes de discipline, avec des spécialistes de l'éclairement, des cuisinistes, enfin, plein de BE spécialisés, on a des projets hyper qualitatifs. Mais le taux d'honoraire, il n'est pas à 8, il n'est pas à 10%, il est un peu au-delà de ça. Voilà. Donc, j'entends les critères techniques, c'est évident que c'est important, mais à mon avis, le choix, il ne se fait jamais là-dessus, il se fait sur les honoraires. Merci d'aborder le sujet parce qu'il allait être abordé. C'est... Dans la commande publique, il y a cette question, effectivement, attention aux moins 10 ans pour avoir un projet de qualité. Ça a été expliqué, ça a été abordé. Et il y a encore vraisemblablement beaucoup de sensibilisation et d'explications à donner aux maîtres d'ouvrage. En tout cas, c'est ce que tu évoquais, Benoît. Hein, c'est ça. C'est ça. Est-ce que l'un de vous souhaite intervenir sur cette question des honoraires, du moins 10 ans dans la commande publique? C'est pas forcément facile de l'aborder. C'est parce que j'ai entendu Philippe Lewis tout à l'heure dire quelque chose qui, à mon avis, est un peu biaisé. Dans la loi MOP, il n'y a absolument pas d'indication de référence, c'est-à-dire arrêtée sur les honoraires. C'est quelque chose qui est totalement libre. Comme vous savez, on est en mise en concurrence totale et les prix sont libres. Du coup, nous, on a un référentiel qui date, mais qui aujourd'hui est encore assez au niveau de l'AMIC, un simulateur, mais seulement pour les marchés de maîtrise d'œuvre. Hein. On est des marchés pour les architectes, les paysagistes concepteurs. Là aussi, il faut qu'on retravaille parce qu'on n'est pas un pourcentage travaux, mais ce n'est pas une obligation d'être en pourcentage travaux. Et donc après, on peut rajouter que les missions, on est dans des questions de négociation, en effet, et de valorisation, pas du prix, et valorisation évidemment des compétences et de la qualité derrière. Donc là, on recommande, nous, pas mal de choses. Il faut qu'on soit plus audible, ça je le sais aussi. Et même qu'on renouvelle aussi toutes nos publications sur ces questions-là pour essayer, en effet, là où on le peut. Hein, et à chaque fois, moi je le dis vraiment, ceux qui nous appellent, déjà, c'est ceux qui veulent bien faire. Peut-être on peut dire ça comme ça. On travaille qu'avec des gens qui cherchent, en effet, à avoir des bonnes solutions. Mais ils sont souvent démunis et ils sont souvent pas très au courant. Donc, on a quand même aussi, nous, une accélération à faire en sorte que les préjugés, tous ces freins-là puissent aller au-delà, parce qu'on sait bien que la matière grise, encore une fois, hein, elle a un coût. C'est gagné, ça a un coût, mais c'est gagnant de toute façon sur la question de la qualité et la question par la suite d'un travail bien fait et donc un travail durable, mieux apprécié, etc. etc. Elle a un coût pour un résultat. On a tout un travail à la MIC là, parce qu'on va se renouveler aussi un petit peu. On a un nouveau secrétaire général qui arrive, qui est aussi très enclin sur tous ces sujets de biosourcés, géosourcés. Et donc vraiment de se renouveler et de réenchanter, en fait, on va dire ça comme ça, la question des consultations, mais pas que, de toute la démarche de projet qui, en fait, est une démarche qui peut acculturer, en fait, l'ensemble des acteurs, utilisateurs aussi, enfin voilà, toute la filière. Et c'est pas le prendre comme une contrainte, mais au contraire, hein, comme un chemin plutôt vertueux, plutôt intéressant. On parlait d'enthousiasme tout à l'heure, c'est vraiment ça. Et donc voilà, d'éviter de le voir comme une contrainte, en fait.
Marie-Angèle, Oui, merci. et j'aimerais bien qu'on réfléchisse aussi sur ce coût de la qualité en termes de coût global, parce que la qualité, elle a un coût, et la non-qualité aussi, elle a un coût. Elle a un coût entre 10 et 12% du coût de la construction. Et non seulement en termes financiers, mais j'aimerais bien aussi avoir une réflexion plus globale en termes environnementaux. La non-qualité, ça s'est traduit aussi par une carbonation, un ajout au bilan carbone en fait dans le bâtiment. Et cette réflexion, effectivement, il faut aussi l'avoir à l'esprit. Et rappeler que dans le coût de la non-qualité, en fait, il va y avoir un coût plus important pour la qualité, pour les non-qualités ou les désordres qui vont relever de la phase conception que des autres phases. C'est-à-dire qu'on peut avoir un nombre plus de non-qualités, par exemple, en termes d'exécution, mais elle est plus chère quand on parle de la phase conception. Et alors justement, j'en profite, il y a une question du public. Est-ce que l'Ordre des architectes ou l'AMIC et l'AMIC ont un avis sur la qualité des projets en marché global de performance dans lesquels les architectes se retrouvent à défendre des entreprises face à la maîtrise d'ouvrage et plus l'inverse? Est-ce que vous avez, sur cette question du marché global de performance, quelle est votre posture, quelle est votre position? Bon, moi, j'ai parlé du concours, je n'ai pas parlé du marché global de performance. Mais l'enjeu de la maîtrise d'ouvrage public, c'est quand même la dépense de l'argent public et donc d'avoir des procédures qui soient vertueuses. Donc, en effet, il y a certaines procédures qui peuvent mettre dans des situations délicates des maîtrises d'œuvre. Et ça, il faut qu'on arrive à progresser pour éviter ces écueils. Parce que ça fait partie des écueils. Vous nous aviez demandé quels étaient les écueils. La procédure par laquelle on va lancer le projet, en fait, est essentielle. Et le concours, mine de rien, a toutes les qualités requises pour pouvoir offrir un choix adapté à la maîtrise d'ouvrage public. Mireille. Oui, juste, moi pareil, je parlais de l'OAMOP, donc pas des marchés globaux de performance qui en fait sont quand même dans le droit commun, mais à la base c'était des critères, donc il y avait des critères évidemment de performance et sur certains ouvrages. Là maintenant les critères sont ouverts, donc ça pose aussi un souci. Néanmoins, sur la question juste pas de marché global de performance, mais de conception-réalisation, il y a quand même peut-être aussi, je veux dire, une réflexion. Là, je vois avec le réemploi, peut-être aussi sur des filières comme ça d'amener en fait un groupement. Voilà, donc il y a des réflexions sur lesquelles le hors-site aussi, et puis donc la paille, il travaille aussi. Voilà, de réflexion sur, on ne va pas fermer les portes, évidemment, on ne peut pas, parce que ça dépend, parfois c'est intéressant, quoi, évidemment. Et évidemment, l'AMIC sera toujours attaché à cette question de principe loi MOB qu'on a retranscrit dans le Code de la commande publique, texto, sur la séparation entre entreprise et architecte, qui est conseil auprès aussi de la maîtrise d'ouvrage et qui permet en fait cette conception d'abord avant d'être justement peut-être trop directement dans un marché de travaux, parce qu'en fait, ce qu'on dit aux maîtrises d'ouvrage, qui parfois en fait, c'est le rêve d'avoir tout clé en main, encore une fois, et de ne pas passer comme ça sur un travail de temps et de qualité. Cette filière, elle demande du temps, et le temps, c'est la qualité. C'est de trouver, en fait, cette phase de conception importante pour pouvoir faire au mieux les projets. Voilà. Alors justement, il y avait une question tout à l'heure du public qui était à quand, vous n'allez peut-être pas pouvoir nous répondre, c'est certain, à quand l'obligation de passer par un AMO en commande publique? Un assistant à maîtrise d'ouvrage en commande publique. Est-ce que ça serait envisageable d'obliger la commande publique de passer par un AMO? Alors ça, c'est étrange parce que souvent, il y a un AMO de toute façon en commande publique, là où nous, on intervient, parce que, je vous l'ai dit, les communes, elles sont assez démunies, elles font appel à des AMO. Alors, il y a plein d'AMO. AMO, ça veut tout et rien dire. Ça a été apporté d'ailleurs dans le Code de la commande publique. Vous avez ceux qui préparent à la consultation et qui assistent. Les programmistes, maintenant, s'inventent aussi AMO sur des questions de consultation et de processus. Et puis après, vous avez tous les AMO techniques. Il y en a des pluriels, et dont on en vient d'en parler sur l'exécution. Alors, obliger un AMO, je trouve ça un peu... On ne peut pas obliger à une certaine méthode. Ça, pour le coup, je trouve qu'on ne peut pas être dogmatique à un moment sur des questions de processus, parce que si ça se trouve, en effet, la maîtrise d'ouvrage public a au sein même de son équipe suffisamment de compétences, et finalement, peut-être que le coût, peut-être que le temps, il faut qu'elle le mette ailleurs. Donc là, nous, on est vraiment sur des questions très attentives aux besoins de chacun
Et je vous dis qu'il n'y a pas un projet pareil, quoi. Alors peut-être que la construction, il y a des règles, évidemment, vous avez bien. J'ai vu toutes les maquettes. D'ailleurs, j'avais moins de mise en œuvre que ça dans la tête. Maintenant, j'en ai un peu plus, là, grâce à vos maquettes. Là, je trouve ça vraiment bien, hein. Vous êtes hyper didactique. Mais en tant que projet, il n'y a pas un projet pareil, même sur une même commune, même avec une même maîtrise d'ouvrage. De toute façon, il n'y a pas 2 programmes pareils. Voilà, donc je vous dirais, on oblige, il y a des règles, et elles sont là, suffisamment ouvertes, pour qu'on n'oblige pas une méthode précise, parce que... Merci pour... Les compétences, évidemment. Je ne reviens pas sur la mise en œuvre, ce n'est pas notre sujet. Hein. On est bien d'accord, c'est sur le processus. Alors, un message par rapport à ce que vous venez de relever par rapport aux différentes maquettes. Le RFCP, toute l'équipe se tient à votre disposition, à la disposition de la MIC, pour justement vous faire passer des retours d'expérience, échanger avec vous sur différents projets, dans un but de diffuser et d'aider la commande publique et vos maîtres d'ouvrage publics. Donc, n'hésitez pas à leur faire appel. Le temps passe vite. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Parce qu'on n'a pas vu l'ensemble des sujets qu'on voulait voir sur cette table ronde. Est-ce que sur cette qualité dans la commande publique, vous avez des choses à faire passer importantes qui vous tiennent à cœur avant que l'on clôture? Moi, déjà, je voudrais saluer... Pardon. Non, mais je voudrais saluer l'ensemble des architectes qui se sont engagés sur cette voie-là, qui ont fait la formation Propaille et qui le mettent en œuvre. Je pense qu'il y en a un certain nombre dans l'assistance, donc je me permets déjà de les saluer, parce que je pense qu'il faut beaucoup de courage, de ténacité, comme le disait tout à l'heure Philippe Biwix. D'enthousiasme. Et d'enthousiasme pour réussir à mener à bien ces projets. Et donc, vraiment, je vous salue pour cette voie dans laquelle vous vous êtes engagés. Pour les architectes qui ne sont pas là, mais qui voudraient s'aventurer dans ce chemin, je leur dis formez-vous et sensibilisez votre entourage justement pour pouvoir se former sur ces différentes manières de faire, filières, etc. Donc voilà. Alors, pour la formation, on fera un focus formation demain. Corinne Léger, si tu es dans la salle, va falloir que tu nous expliques tout ça avec toute l'équipe formation. Et je vous ai coupé, pardon. Non, je remercie aussi le RFCP parce que je pense que tout ce travail de pédagogie en fait permet de sensibiliser les maîtres d'ouvrage et permet aussi de leur dire que c'est possible. Il y a une filière qui s'est bien mise en place, qui existe, qui est présente, et donc c'est possible de faire de la paille aujourd'hui en France. Donc je les invite effectivement à aussi venir vous voir pour pouvoir mener plus loin leur volonté de projet et de mise en œuvre. Merci beaucoup. Benoît, Marie-Angèle. Très court, ayons envie, ensemble, et voilà, faut pas baisser les bras, on continue. C'est le ensemble. Ensemble, avoir envie, ensemble. Ouais, donc c'est une rencontre en fait, un projet. Une rencontre entre humains. Ah oui, c'est des rencontres. Ah, des rencontres avec des compétences, bien penser la chose. Je voulais faire court. Ah ouais, mais moi j'ai envie que tu parles. Non, ayons ensemble sur des projets, sur des conceptions, sur des phases de programmation, sur des échanges avec les organismes d'État pour qu'ils nous accompagnent, qui poussent. Enfin, voilà, personne dans son coin y arrivera tout seul. En ce moment, il y a des gros sujets sur la paille porteuse, sur les ITE. Et on voit bien que c'est pas quelqu'un en particulier qui porte, c'est un groupe. Et on a besoin de tout le monde. On a besoin des gens de terrain, des concepteurs, on a besoin de l'État. Voilà, donc c'est ensemble. Ensemble. Faisons Merci des rencontres beaucoup. Et travaillons ensemble. Alors Marie-Angèle, paille porteuse, ITE paille, des sujets que tu connais, je crois, c'est ça? Oui, tout à fait. Et je voulais insister sur le collectif, et j'ai fini par ce par quoi j'ai commencé, de dire la qualité, on la construit tous ensemble, et je pense que chacun peut apporter sa part du colibri. Et aussi, en quelque sorte, féliciter le RFCP, parce que la qualité, c'est une notion qui leur tient à cœur depuis les débuts. Ils sont très attentifs. On voit bien la thématique du congrès cette année. Et voilà, continuer, persister, parce que c'est le bon chemin. Et peut-être dire aussi que la non-qualité, finalement, ce n'est pas une volonté. C'est un résultat qui est souvent multifacteur, mais on peut arriver à cette qualité. On peut arriver avec cette qualité, avec un collectif, oui, avec des règles professionnelles, c'est plus facile, mais il y a des
voilà. Oui, avec la technique courante, et pas seulement, hein, il y a des techniques non courantes. Souvent, pour arriver à la technique courante, on doit passer d'abord par la technique non courante. Mais il faut bien la maîtriser, il faut bien réfléchir, il faut bien penser à ce collectif, il faut bien discuter ensemble. Et c'est possible. La qualité, c'est possible aussi en technique non courante. C'est possible. Bon, parfait. Elle est plus facile quand elle se déroule dans le cadre de la technique courante, parce qu'elle est reconnue comme de la qualité déjà. Mais il faut parfois passer effectivement par la technique courante au tout début, hein, comme ça a été le cas de la construction paille, pour pouvoir parvenir à cette technique courante. Très bien. Tout en restant attentif et tout en maîtrisant les différents risques. Oui, donc beaucoup d'échanges et puis une grande attention à la partie conception. En tout cas, c'est ce qu'on peut retenir pour avoir un projet adapté, que ce soit aux usages ou un projet pérenne. Merci beaucoup. On peut les applaudir bien fort. Merci à tous les quatre.